La maison sentait exactement comme je m'en souvenais. Pas bon, pas mauvais, juste familier de cette manière viscérale qui vous serre la poitrine. De la poussière et du vieux bois, et quelque chose de légèrement sucré, comme le fantôme des sachets de lavande de ma mère qui persiste encore dans les murs. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, la main sur le cadre, les clés pendantes à mes doigts, incapable de faire ce premier pas à l'intérieur. 3 mois depuis la mort de maman, 18 ans depuis papa, et me voilà, à 42 ans, à me sentir à nouveau comme une enfant. L'agent immobilier avait été compatissant mais ferme. Le marché était bon. La maison avait besoin de travaux, mais les fondations étaient solides, l'emplacement correct. Avec quelques rénovations, je pourrais en obtenir un prix raisonnable. Elle m'avait remis une liste d'entrepreneurs, ses ongles manucurés claquant contre le papier. J'avais acquiescé, souri, remercié, mais je n'avais appelé personne depuis des semaines. Je ne pouvais pas vraiment expliquer pourquoi cela ressemblait à une trahison. Quand j'ai finalement franchi le seuil, le silence s'est précipité vers moi. Pas le genre paisible, le genre lourd, plein d'attentes. Chaque pièce contenait des souvenirs comme des prisonniers, la cuisine où papa s'asseyait avec son café, fixant le vide par la fenêtre, le salon où maman tricotait et faisait semblant de ne pas remarquer ses longs silences, ma chambre d'enfant à l'étage, probablement encore tapissée de posters décolorés de groupes que j'avais oublié avoir aimés. J'avais embauché une équipe pour commencer par la cuisine. Juste la cuisine, me disais-je, une pièce à la fois, pas à pas. Le contremaître, un homme trapu nommé Miguel aux yeux bienveillants, avait fait le tour avec moi, prenant des notes. Il a souligné les dégâts des eaux, le câblage obsolète, la nécessité de nouvelles cloisons sèches à plusieurs endroits. J'ai acquiescé, n'écoutant qu'à moitié. Quand il est arrivé au mur entre la cuisine et la salle à manger, il l'a tapoté avec ses phalanges. Celui-ci n'est pas porteur, a-t-il dit. On pourrait l'ouvrir, donner une impression d'espace plus grand, plus moderne. Bien sûr, ai-je dit. Comme vous le souhaitez. Je n'étais pas là quand ils ont commencé. J'étais retourné à mon appartement en ville, me disant que je viendrais jeter un coup d'œil tous les 2 ou 3 jours. Les laisser travailler en paix. Laisser la maison se transformer en quelque chose de vendable, quelque chose qui ne fasse pas mal. Mais Miguel m'a appelé 3 jours après. Madame Porter, désolé de vous déranger, mais nous avons trouvé quelque chose que vous devriez probablement voir. J'ai fait le trajet en moins de 2 heures, mon esprit tourbillonnant de possibilités, moisissures, dommages structurels, amiante, quelque chose de coûteux et de compliqué. Je répétais des arguments avec la compagnie d'assurance quand je suis arrivé et que j'ai vu Miguel et 2 de ses hommes debout dehors en train de boire du café sous le faible soleil de l'après-midi. Tout va bien, ai-je demandé en sortant. Miguel a posé sa tasse. Oui, rien de dangereux, juste inhabituel. Venez, je vais vous montrer. Le mur de la cuisine était à moitié démoli, les montants exposés comme des côtes. La poussière flottait dans la lumière oblique de la fenêtre, rendant l'air doré et épais. Miguel m'a conduite vers une section où ils avaient retiré une plaque de plâtre. Juste là, a-t-il dit, en pointant. Derrière l'endroit où se trouvait la plaque de plâtre, nichée dans l'espace entre 2 montants, se trouvait une boîte métallique, petite, peut-être de la taille d'un livre à couverture rigide. Elle était soigneusement enveloppée dans de la toile cirée, délibérément, comme si quelqu'un avait voulu qu'elle survive. Nous ne l'avons pas ouverte, a dit Miguel. Nous avons pensé que c'était personnel. Mes mains tremblaient quand je l'ai prise. La toile cirée était rigide, jaunie. Quand je l'ai déballée, la boîte en dessous était en acier ordinaire, fermée par un loquet, mais non verrouillée. Je suis resté là à la tenir, soudainement effrayé. Vous voulez de l'intimité, a demandé Miguel doucement. J'ai acquiescé sans le regarder. Quand l'équipe est sortie, je me suis assise sur le sol poussiéreux et j'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier pliée une fois. Le papier était vieux, les bords doux, la couleur d'un thé léger. J'ai reconnu l'écriture avant même de lire les mots, l'écriture carrée et soignée de papa. Il avait écrit à l'encre noire, en appuyant fort comme s'il voulait s'assurer que ça dure. Le message était court, si tu lis ceci, regarde au sous-sol. C'était tout. Pas de signature, pas de date, pas d'explication. Juste ces 7 mots. Je les ai lus 3 fois. 4. 5. Mon cœur battait trop vite. Le sous-sol. Bien sûr, c'était le sous-sol. J'avais toujours détesté le sous-sol. Même enfant,
Avant d'avoir le vocabulaire pour la peur, je savais que le sous-sol n'était pas normal. Ce n'était pas les araignées, l'obscurité ou le froid bien qu'il y ait tout ça. C'était autre chose. Quelque chose dans la façon dont papa agissait chaque fois qu'il y descendait. Il prenait la clé à son crochet près de la porte, et tout son corps changeait. Ses épaules se redressaient différemment. Sa mâchoire se serrait. Il descendait ses escaliers comme un homme partant à la guerre, et il la fermait à clé derrière lui. J'ai demandé à maman une fois. J'avais peut-être 7 ou 8 ans. Pourquoi papa ferme-t-il le sous-sol à clé? Elle était en train de plier du linge. Ses mains s'étaient arrêtées juste une seconde, lissant une serviette qui était déjà lisse. Il garde des choses importantes là-bas, avait-elle dit. Pour le travail. Quel genre de choses? Des choses ennuyeuses. Des papiers, des dossiers. Son sourire avait été rapide, désinvolte. Rien qui doive inquiéter les petites filles. Mais je m'étais inquiété quand même parce que parfois papa restait là-bas pendant des heures. Et parfois tard dans la nuit, je l'entendais se promener là-bas quand tout le monde dormait. Des pas lents et mesurés d'avant en arrière, d'avant en arrière. Une fois, quand j'avais 12 ans, j'ai essayé la porte. Juste par curiosité, par défi adolescent, par le besoin brûlant de savoir ce que je n'étais pas censé savoir. Elle avait été verrouillée comme toujours, mais papa était apparu derrière moi si soudainement, si silencieusement, que j'avais sursauté. Ne fais pas ça, avait-il dit, pas en colère. Pire que la colère, le vide. Je n'ai jamais réessayé. Miguel a frappé doucement sur le cadre de la porte. Madame Porter, ça va? J'ai réalisé que j'étais assise là à fixer la note pendant on ne sait combien de temps. Je l'ai pliée soigneusement et je me suis levé, en enlevant la poussière de mon jean. Oui, ai-je dit. Oui, je vais bien. Écoutez, prenez le reste de la journée. Je vous appelle demain pour les prochaines étapes. Il a hésité. Vous êtes sûr? On peut continuer à travailler dans les autres pièces. Je suis sûr. J'ai juste besoin d'un peu de temps ici seul. Après leur départ, la maison m'a paru encore plus silencieuse. Je l'ai traversée lentement, la note à la main, réapprenant sa géographie, le salon où le fauteuil de papa était encore là, usé et lisse sur les accoudoirs, le couloir avec des photos de moi à tous les âges, édenté et souriant, la salle de bain où les flacons de pilules de maman étaient encore alignés sur le comptoir, orange et blanc, un calendrier de l'an déclin, et au bout du couloir arrière, la porte du sous-sol. C'était juste une porte, du bois simple, de la peinture blanche jaunie, un simple bouton en laiton, un trou de serrure en dessous. Je l'avais vue 1000 fois. Elle n'avait jamais eu l'air menaçante avant. Maintenant, elle ressemblait à la gueule de quelque chose qui attend. La clé était toujours sur son crochet, une petite chose en laiton sur un morceau de ficelle usée. Je l'ai prise et je l'ai tenue dans ma paume. Elle était chaude de ma main, plus légère que je ne l'aurais cru. La note a crépité dans mon autre main. Si tu lis ceci, regarde au sous-sol. Je voulais partir. Je voulais sortir de la maison, monter dans ma voiture, retourner en ville et engager quelqu'un pour nettoyer le sous-sol sans que j'aie jamais à voir ce qu'il y avait là-bas. Quoi que papa ait caché, quelle que soit la vérité qu'il voulait que je trouve, peut-être que je n'avais pas besoin de savoir. Peut-être que certains secrets valaient mieux être enterrés avec les personnes qui les gardaient. Mais je savais que je ne partirais pas. J'étais allé si loin. La clé s'est glissée dans la serrure comme si elle attendait. Le mécanisme a tourné avec un doux clic qui a sonné trop fort dans le silence. Le bouton a tourné sous ma main. La porte s'est ouverte sur l'obscurité. L'odeur m'a frappé en premier, pas la décomposition. Dieu merci. Pas la mort ou la pourriture ou quoi que ce soit d'organique, juste de l'air froid et du béton et quelque chose de légèrement métallique. L'odeur d'un endroit qui a été scellé trop longtemps. J'ai tâtonné le long du mur à la recherche de l'interrupteur, je l'ai trouvé, je l'ai basculé vers le haut. Une ampoule nue en bas des escaliers a clignoté pour s'allumer, projetant des ombres dures. Les escaliers étaient raides, en bois, usés et lisses au milieu par des années de pas. Ils ont craqué sous mon poids pendant que je descendais. Chaque pas ressemblait à un petit engagement, un choix que je ne pouvais pas reprendre. Le sous-sol était plus grand que je ne m'en souvenais. Le plafond était bas, traversé de tuyaux et de conduits électriques. Le sol était en béton nu, irrégulier, avec un drain au centre. Les murs étaient en pierre et en mortier, vieux, probablement d'origine de la maison, et partout de la poussière, épaisse et intacte,
à l'exception des empreintes de pas. Elles menaient des escaliers au coin le plus éloigné, une traînée dans la poussière comme un chemin dans la neige. Je les ai suivies d'abord avec mes yeux, puis avec mes pieds, ma respiration devenant superficielle. Dans le coin, recouvert d'une bâche tachée de peinture, il y avait quelque chose de rectangulaire, quelque chose de grand. Je savais ce que c'était avant d'enlever la bâche. Une partie de moi l'avait toujours su. Une armoire à dossier, haute, grise, 4 tiroirs, institutionnelle, le genre que l'on voit dans un bureau, pas dans le sous-sol de quelqu'un. Le tiroir du haut était étiqueté de l'écriture de papa, 1983 à 1987. Le deuxième, 1988 à 1992. Le troisième, 1993 à 1997. Le quatrième, 1998 à 2007. L'année de ma naissance était 1983. L'année de la mort de papa était 2007. Toute ma vie, triée et classée. J'ai ouvert le tiroir du haut avec des mains qui ne me semblaient pas être les miennes. À l'intérieur, il y avait des dossiers, des douzaines, en manille et usés. Chacun étiqueté avec un nom que je ne reconnaissais pas. J'en ai sorti un au hasard, Sarah Mitchell, âgée de 7 ans. Dernière vue, le 14 juin 1984. Statut, retrouvé décédé. À l'intérieur du dossier, il y avait des coupures de journaux, jaunes et cassantes. J'ai reconnu le journal, notre gazette locale. Les titres nageaient devant mes yeux, fille de la région retrouvée saine et sauve, les recherches se poursuivent pour l'enfant disparu, la communauté se rassemble autour de la famille en deuil, mais ils avaient été annotés. Dans les marges, de l'écriture de papa, il y avait des notes, des observations, des théories, des lieux marqués de coordonnées, des chronologies reconstruites, et au bas de chaque article, un tampon, affaire classée avec une date. J'ai sorti un autre dossier et un autre. Chacun était identique. Des enfants disparus, certains retrouvés vivants, certains retrouvés morts, certains jamais retrouvés. Tous documentés avec un souci du détail obsessionnel, tous de notre ville, de notre comté, des environs. Mes jambes ont cédé. Je me suis assise lourdement sur le béton froid, le dossier s'échappant de mes mains. Papa suivait la trace des enfants disparus depuis 24 ans. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là. Le temps semblait étrange, liquide. L'ampoule nue au-dessus de ma tête projetait mon ombre longue et déformée sur le sol. Lentement, comme quelqu'un se déplaçant dans l'eau, j'ai commencé à reconstituer le puzzle, les longues heures au sous-sol, la porte verrouillée, la façon dont il se taisait parfois, fixant le vide, inaccessible, la gestion prudente de maman de mes questions, ses douces déviations, la façon dont papa regardait les nouvelles avec une intensité qui me faisait peur, se penchant en avant, les mains jointes, la mâchoire serrée. J'ai pensé aux fois où il disparaissait pendant des jours. Voyage de travail, disait maman, les lèvres pincées. Il sera bientôt de retour. Et il revenait toujours, mais différent, plus silencieux, plus distant, comme s'il avait laissé une partie de lui-même quelque part. J'ai ouvert le deuxième tiroir. Plus de dossiers, plus de noms, plus d'enfants. Les dates se rapprochaient du présent. Les notes devenaient plus détaillées. Dans le troisième tiroir, j'ai trouvé des cartes. Des douzaines, des cartes de comté, des cartes d'État, des relevés topographiques, tous annotés avec des épingles de couleur, des cercles, des X. Certaines zones étaient fortement hachurées en rouge. D'autres avaient des grappes d'épingles comme des blessures, et sous les cartes, un journal. Je l'ai sorti avec des mains tremblantes. La couverture était en cuir simple, usée et douce. Je l'ai ouvert à la première page. Je ne peux le dire à personne, mais je dois faire quelque chose. La date était mars 1983, 3 mois avant ma naissance. J'ai lu à la lumière de cette ampoule nue, assise sur le sol froid pendant que la maison se tassait autour de moi. Une soirée s'est transformée en nuit au-delà des fenêtres du sous-sol. Le journal était la confession de mon père, son manifeste, sa tentative de donner un sens à quelque chose qui n'en avait pas. Il a commencé avec une fille nommée Emma Cole. Elle avait 6 ans. Elle a disparu de sa cour avant en plein jour pendant que sa mère était rentrée pour répondre au téléphone. Mon père avait été le premier policier sur les lieux. Il avait été flic. Je le savais vaguement. Il avait pris sa retraite avant que je sois assez âgé pour me souvenir de lui en uniforme. J'avais vu son badge une fois dans un tiroir alors que je cherchais des piles, mais nous n'en avons jamais parlé. J'avais supposé qu'il avait juste travaillé à un bureau, rédigé des contraventions, fait de la paperasse,
quelque chose d'ennuyeux et de sûr. J'avais tort. Il avait été détective, personne disparue. Et Emma Cole avait brisé quelque chose en lui. J'ai cherché pendant 2 semaines, a-t-il écrit. J'ai fouillé tous les bâtiments abandonnés, tous les ponceaux, tous les fossés de drainage dans un rayon de 10 miles. J'ai interrogé tous ceux qui se trouvaient à moins d'1 mile de sa maison ce jour-là. J'ai suivi des pistes qui n'ont mené nulle part, chassé des ombres, prié un Dieu auquel je ne crois pas, puis ils l'ont retrouvée à moitié enterrée dans un chantier de construction. Elle était morte depuis des jours. L'affaire a été classée immédiatement. Pas de témoins, pas de preuves, pas de suspects, juste une petite fille morte et un dossier qui a été clos et rangé comme si ça ne voulait rien dire. Comme si elle ne voulait rien dire. Je suis rentré chez moi ce soir-là et ta mère m'a dit qu'elle était enceinte de toi, et j'ai réalisé que je t'amenais dans un monde où les enfants disparaissent tout simplement, où les monstres sont réels, où le système échoue et échoue et échoue. Je ne peux pas laisser ça se produire. Les entrées ont continué pendant des années. Il avait continué son travail même après avoir quitté les forces de l'ordre, surtout après avoir quitté les forces de l'ordre, parce que, écrivait-il, quand il était flic, il y avait des règles, des procédures, des juridictions, des choses qu'il ne pouvait pas faire, des endroits où il ne pouvait pas aller, des questions qu'il ne pouvait pas poser. Mais en tant que simple citoyen, retraité avec une pension, du temps et un sous-sol plein de dossiers, il pouvait tout faire. Il est devenu un chasseur, pas un justicier. Il a pris soin de faire cette distinction. Il n'a jamais pris la loi entre ses propres mains, n'a jamais confronté personne, n'a jamais porté d'armes. Il a juste regardé, enquêté, documenté, et quand il trouvait quelque chose des preuves, une piste, une connexion, il le transmettait anonymement à la police. Généralement des tuyaux appelés depuis des cabines téléphoniques, des colis laissés sur des pas de porte, des emails provenant d'adresses jetables. Il avait contribué à résoudre 14 affaires au fil des ans. Je les avais comptées dans le journal. 14 enfants retrouvés, ramenés à la maison, justice rendue. 14 familles ayant obtenu des réponses, une conclusion, ou au moins une fin à l'incertitude. Mais il y en avait eu 37 autres. Des enfants qu'il avait recherchés mais jamais retrouvés. Des noms et des visages qui hantaient les pages. Des photos découpées dans des journaux. Des photocopies de photos d'école, des croquis qu'il avait dessinés de mémoire. Il les gardait tous, absolument tous. Je ne peux pas les sauver, avait-il écrit dans une entrée de 1995. Je sais que la plupart d'entre eux sont déjà partis. Mais je peux témoigner. Je peux m'assurer qu'ils ne sont pas oubliés. Je peux m'assurer que quelqu'un continue à chercher, même si ce n'est que moi, même si je suis le seul à me souvenir. Il y avait une entrée datée de la nuit de mon 10e anniversaire. Je me souvenais de ce jour. Nous avions eu un gâteau, de la glace. Papa avait semblé distant, distrait. Il était parti tôt au sous-sol, disant qu'il avait du travail à terminer. Mélissa a 10 ans aujourd'hui, avait-il écrit. Le double chiffre. Elle est si intelligente, si brillante. Elle m'a montré son bulletin scolaire, et j'ai eu l'impression que mon cœur allait exploser de fierté. Mais ensuite, je suis descendu ici et j'ai regardé les visages sur le mur, et j'ai pensé, ils étaient tous la fille de quelqu'un, eux aussi. Ils ont tous eu des anniversaires. Ils ont tous eu des parents qui les aimaient. Comment lui parler de ça? Comment lui expliquer que son père passe ses nuits dans un sous-sol rempli de fantômes? Que je fais ça parce que je ne peux pas supporter l'idée que ça lui arrive. Que chaque enfant que je ne parviens pas à retrouver me donne l'impression de la trahir? Je ne peux pas lui dire. Je ne pourrai jamais lui dire. Mais il me l'avait dit. Finalement, de la seule façon qu'il connaissait. Au fond du 4e tiroir, sous un dossier daté de 2 semaines avant sa mort, j'ai trouvé une autre enveloppe. Celle-ci était épaisse, scellée à la cire. Mon nom était écrit sur le devant de son écriture, Mélissa, si tu es arrivé jusqu'ici, lis ceci en dernier. J'ai brisé le sceau avec des doigts tremblants. À l'intérieur, il y avait plusieurs pages couvertes recto verso de son écriture. L'écriture était plus tremblante que dans le journal, moins assurée. Il avait écrit ceci vers la fin. Chère Mélissa, si tu lis ceci, je suis parti. Et tu as trouvé l'œuvre de ma vie. Je suis désolé. C'est la première chose que je dois dire. Je suis désolé pour les secrets. Je suis désolé pour la distance. Je suis désolé pour chaque fois que tu as essayé de me joindre et que j'étais ailleurs, perdu dans tout ça.
Je suis désolé de n'avoir pas pu être le père que tu méritais. Mais je ne suis pas désolé pour le travail lui-même. J'ai besoin que tu comprennes ça. Chaque heure que j'ai passée ici était une heure passée à essayer de rendre le monde un peu plus sûr pour toi. Chaque enfant que j'ai aidé à retrouver était un avenir pour lequel je me battais, ton avenir, un monde où les monstres perdent plus souvent qu'ils ne gagnent. Je sais que tu auras des questions, pourquoi ne te les-je pas dit? Pourquoi ne l'ai-je pas dit à ta mère? Elle savait, d'ailleurs, pas tout, mais assez. Elle n'a jamais approuvé, mais elle a compris. Elle a compris que j'étais brisé d'une manière qu'elle ne pouvait pas réparer. Je ne te l'ai pas dit parce que je voulais que tu aies une enfance. Je voulais que tu croies que le monde était sûr, que les mauvaises choses arrivaient à d'autres personnes dans d'autres endroits. Je voulais te protéger de la connaissance que je portais. Et je voulais te protéger de devenir comme moi, obsédé, consumé, incapable de lâcher prise. Mais maintenant tu es adulte, et je suis mort, et tu mérites la vérité. J'ai laissé des instructions dans une enveloppe séparée à l'intérieur du premier tiroir, scotchée au fond. Il y a 3 affaires que je n'ai jamais résolues. 3 enfants qui sont toujours portés disparus. Si tu veux continuer le travail, les preuves sont toutes ici. Si tu veux tout remettre à la police, j'ai inclus les coordonnées d'un détective en qui j'ai confiance. Si tu veux tout brûler et ne plus jamais y penser, je comprends. C'est ton choix maintenant. Ton fardeau, si tu le veux, ou ta liberté. Mais sache ceci, je t'ai aimé à chaque instant, chaque jour. Même quand j'étais ici, surtout quand j'étais ici, tu étais la raison pour laquelle je continuais. Tu étais ma preuve que de bonnes choses existent dans le monde. Qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. J'espère que tu pourras me pardonner. J'espère que tu pourras comprendre. Et j'espère que quoi que tu choisisses, tu sauras que tu n'as jamais été un secret. Tu as toujours été la vérité à laquelle je me suis accroché dans l'obscurité. Avec amour, papa. Je suis resté assise sur le sol du sous-sol jusqu'à l'aube, lisant et relisant la lettre jusqu'à ce que j'ai mémorisé chaque mot. Autour de moi, les dossiers, les cartes et les photos formaient une cartographie de la perte, une géographie du chagrin. C'était mon héritage. Quand la lumière à travers les fenêtres hautes est passée du noir au gris puis alors pâle, j'ai fini par bouger. J'avais les jambes engourdies. J'avais mal au dos. J'ai monté les escaliers lentement, laissant la porte du sous-sol ouverte derrière moi. Dans la cuisine, j'ai fait du café avec des mains tremblantes, en utilisant du café moulu que j'avais apporté de la maison parce que le café de maman était rassis depuis des mois. J'ai appelé Miguel et je lui ai dit de repousser les rénovations. J'avais besoin de plus de temps. Puis je suis redescendu. L'enveloppe scotchée au fond du premier tiroir contenait exactement ce qu'il avait promis, des instructions, des coordonnées et 3 dossiers plus épais que les autres, marqués d'actifs, Tommy Reeves, 8 ans, vu pour la dernière fois en avril 2006, Kayla Washington, 12 ans, vu pour la dernière fois en septembre 2006, David Ortiz, 6 ans, vu pour la dernière fois en janvier 2007. J'ai ouvert le dossier de Tommy Reeves en premier. À l'intérieur, il y avait des centaines de pages, des transcriptions d'entretiens, des cartes des zones de recherche, des listes de délinquants sexuels enregistrés dans les comtés environnants, des notes sur les témoins potentiels, des chronologies, des théories, et au fond, de l'écriture de papa, une note datée de mars 2007, nouvelle piste, observation possible à Millbrook. Suite à donner, ne pas en parler à M. Millbrook était à 2 heures de route, à 2 heures de chez moi, à 2 heures de maman, de moi. Papa est mort en avril 2007. Crise cardiaque au volant de sa voiture sur la route 49 en direction du nord, en direction de Millbrook. Il n'était pas parti faire des courses. Il chassait, et il est mort en cherchant encore. J'ai passé 3 jours dans ce sous-sol. J'ai lu chaque dossier, étudié chaque carte, retracé le schéma de son enquête, et lentement, comme quelque chose qui se développe dans une chambre noire, j'ai commencé à le voir, la forme de ce qu'il avait fait, l'ampleur de la chose. Il avait été brillant. Obsessionnel et brisé et hanté, oui, mais brillant. Il avait établi des liens que personne d'autre n'avait vus. Trouvé des schémas dans le chaos. Il avait été sa propre force spéciale privée, sa propre unité des affaires non résolues, travaillant année après année en silence, et il voulait que je termine. Le 4e jour, j'ai appelé le numéro qu'il avait laissé pour la détective Sarah Reeves. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Reeves. Détective Reeves. Je m'appelle Melissa Porter. Je crois que mon père a travaillé avec vous. Thomas Porter?
Il y a eu une longue pause, puis, Tom Porter. Jésus. Oui. Oui, je connaissais Tom. J'ai entendu dire qu'il était décédé. Je suis désolé pour votre perte. Merci. J'ai trouvé ces dossiers dans son sous-sol. Tous. Je pense que vous devriez les voir. Une autre pause. Tous? De combien parle-t-on? 51 affaires, 24 ans d'enquête, 3 toujours actives. Christ. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. M.E., Porter, je vais avoir besoin que vous ne touchiez plus à rien. J'arrive. Où êtes-vous? Je lui ai donné l'adresse. Elle a dit qu'elle serait là dans 2 heures. Pendant que j'attendais, je suis redescendu une dernière fois. Je me suis tenu au milieu du sous-sol, entouré des fantômes de mon père, et j'ai essayé de l'imaginer ici soir après soir, année après année, choisissant de porter ce poids. Et j'ai réalisé qu'il ne l'avait pas choisi pour se punir. Il l'avait choisi parce que quelqu'un devait le faire. Parce que 51 enfants méritaient quelqu'un qui ne les oublierait pas, quelqu'un qui continuerait à chercher même quand tout le monde serait passé à autre chose, quelqu'un qui témoignerait. La détective Reeves a amené 2 autres agents et un analyste médico-légal. Ils ont passé 6 heures dans le sous-sol à photographier, cataloguer, emballer les dossiers. Je suis resté assise dans la cuisine à boire du café, répondant aux questions. Votre père était une légende, m'a dit Reeves. À un moment donné, la moitié du service ne croyait pas qu'il était réel. Nous recevions ces informations anonymes, parfaitement documentées, impeccablement recherchées, des preuves que nous avions manquées, des liens que nous n'avions jamais établis. Nous l'appelions le fantôme. Il n'a jamais dit à personne que c'était lui. Jamais. Même pas à moi. Et nous avons travaillé sur 3 affaires ensemble. J'ai fini par comprendre, mais je n'ai jamais insisté. Il ne voulait pas les honneurs. Il voulait juste que les enfants soient retrouvés. Elle s'est arrêtée, me regardant. Il a aidé à résoudre 14 affaires, Mademoiselle Porter. 14 familles ont eu des réponses grâce à lui. C'est plus que ce que la plupart des policiers font dans une carrière. Et les 3 affaires actives. Son expression s'est durcie. Nous allons y travailler. Avec ce qu'il nous a laissé, nous avons une chance réelle. Tommy Reeves surtout. Il y a une piste ici que je ne pense pas que quelqu'un ait suivie. Si ça se concrétise. Elle a secoué la tête. Votre père pourrait résoudre des affaires d'outre-tombe. Ils ont presque tout emporté, les dossiers, les cartes, les journaux. Ils m'ont laissé la lettre personnelle, celle qui m'était adressée, que Reeves a dit que je pouvais garder. Quand ils sont partis, je suis redescendu. Le sous-sol avait l'air étrange, vide, juste une pièce en béton avec des murs nus et un sol nu et une seule ampoule qui brûlait au-dessus de la tête. Mais je pouvais encore le sentir là, dans le silence, dans le froid, dans le poids de ce qu'il avait porté. J'ai pensé à ce qu'il avait écrit, ton fardeau, si tu le veux, ou ta liberté. J'ai pensé à ces 3 affaires non résolues, 3 enfants toujours portés disparus, 3 familles qui attendaient toujours. J'ai pensé aux 49 dossiers maintenant en garde à vue, 49 histoires qui pourraient enfin être racontées, 49 chances de justice, de conclusion, de paix. Et j'ai pensé à l'homme que j'avais connu comme mon père, distant et silencieux et étrange, oui, mais aussi courageux et gentil et tout à fait réticent à détourner le regard de l'obscurité. J'ai éteint la lumière et monté les escaliers. En haut, je me suis arrêté à la porte. La clé était toujours dans la serrure. Je l'ai enlevée, l'ai tenue un instant, puis l'ai raccrochée à son crochet. Je ne fermerai plus le sous-sol à clé. Il n'y avait rien à cacher là-bas, juste la vérité enfin mise en lumière. 6 mois plus tard, la détective Reeves m'a appelé. Tommy Reeves, a-t-elle dit sans préambule. Nous l'avons retrouvé vivant. Je me suis assise brutalement, mes jambes soudainement faibles. Quoi? La piste de votre père à Millbrook. Elle était bonne. Nous l'avons suivi. Ça a pris du temps, mais nous l'avons suivi. Il est vivant, Mélissa. Il est rentré à la maison. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était trop serrée. Je pensais que vous devriez le savoir, a continué Reeves. Ce que Tom faisait quand il est mort, ce n'était pas pour rien. Il a sauvé la vie de ce gamin. 8 ans plus tard. Oui, mais il l'a sauvé, et nous continuons à travailler sur les 2 autres.
Nous n'abandonnons pas. Quand j'ai raccroché, je suis allé à la boîte que j'avais gardée. À l'intérieur se trouvait la lettre de papa, froissée à force d'être lue. Je l'ai dépliée une fois de plus. Chaque enfant que j'ai aidé à retrouver était un avenir pour lequel je me battais, ton avenir. Je comprenais maintenant. Il ne fuyait pas loin de moi. Il courait vers quelque chose, vers un monde où les enfants rentraient à la maison, où les monstres perdaient, où quelqu'un veillait dans l'obscurité pour que le reste d'entre nous puisse dormir en sécurité. Il avait été le fantôme, la légende, le gardien silencieux. Il avait été mon père. Et enfin, après toutes ces années, je le connaissais. J'ai fini par vendre la maison, mais j'ai gardé la clé du sous-sol. Elle est maintenant sur mon bureau à côté d'une photo de papa datant de mon enfance. L'une des rares photos où il sourit, regardant directement l'appareil photo, me regardant. Parfois, quand je lis les nouvelles, je pense à lui, aux dossiers qu'il gardait, aux enfants qu'il a retrouvés, à ceux qu'il n'a pas retrouvés. Et je pense que quelqu'un doit se souvenir. Quelqu'un doit témoigner. Le fantôme m'a appris ça. Mon père m'a appris ça. Et maintenant, à ma manière, je le transmets, pas dans un sous-sol rempli de dossiers, pas avec des cartes et des enquêtes et une vigilance obsessionnelle, mais avec la mémoire, avec la vérité, avec la connaissance que l'amour ressemble parfois à l'absence, et que le sacrifice ressemble parfois à la distance, et que l'héroïsme se produit parfois en silence, sans témoin, sans souvenir, sauf par les fantômes. Il voulait que je le sache à la fin. Il voulait que je comprenne. Et c'est le cas.